Madame, monsieur, bonsoir. Depuis le temps que vous nous suivez, vous avez sans doute remarqué que nous ne traitions jamais de sujets spécifiquement politiques. Or, ce soir, beaucoup se sont étonnés de voir au sommaire d'Envoyé spécial le portrait d'un homme politique, celui de Michel Rocard. Ce n'est pas un hasard. D'abord parce que nous avons voulu savoir à travers lui ce que devenait un ancien Premier ministre. Ensuite, parce que nous reprenons à notre compte ce mot fameux de Jules Renard. Ne dites pas « je ne m'intéresse pas à la politique », c'est comme si vous disiez « je ne m'intéresse pas à la vie ». Or, la vie, c'est le matériau par excellence d'Envoyé spécial, dont je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire. C'est le 96e numéro. Envoyé spécial en Éthiopie, une école pour enfants aveugles, une école de vie et d'espoir. Envoyé spécial avec Michel Rocard, portrait d'un ancien Premier ministre en réserve de la République. On largue. On largue, allez-y. Hop là. Voilà. Et Madame, c'est bon pour nous. Il existe un pays dans ce que l'on appelle la Corne de l'Afrique, démuni de tout, ravagé par la guerre civile et par la famine, c'est l'Éthiopie. À 250 km de la capitale, Addis Abeba, il existe une région, pauvre parmi les plus pauvres, où le manque d'hygiène et la malnutrition ont fait des ravages au point que des milliers d'enfants sont devenus aveugles. Il existe enfin, dans cette région, une institution tenue par des religieuses irlandaises où l'on accueille ces enfants, c'est Shashamane, une école où l'on apprend l'histoire, la géographie ou les mathématiques, mais surtout la vie, la dignité et l'espoir. C'est un reportage d'Éric Perrin, Christian Autin et Sylvie Millet. Allez, Bonza. Viens. Viens, viens, Bonza. Attrape la lumière, viens. Attrape. Non, non, viens de ce côté, Bonza. Viens par là. Je vais te donner quelque chose. Tu vois comme c'est beau, tu vois, Bonza? Attrape. Attrape. Bravo, Bonza. C'est bien, Bonza. La grand-mère, déjà un peu résignée. Elle vient d'amener Bonza, son petit-fils, à l'école pour aveugles. Elle sait que tout à l'heure, elle va devoir repartir, toute seule, sans lui. Sœur Carmen cherche les mots, des mots pour un enfant qui plonge dans l'inconnu. Il y a plein de jolies, jolies, jolies fleurs. Plein de jolies, jolies couleurs. Comme 150 000 jeunes enfants d'Éthiopie, Bonza est atteint de cécité. Sa maman est morte peu de temps après sa naissance. Son père, lui, est souvent parti à la recherche d'un travail. C'est sa grand-mère qui l'a toujours élevé. Avec la douceur de l'expérience, sœur Carmen sait qu'il faut avant tout rassurer. Bonza, bien sûr, mais aussi, tout autant, sa grand-mère. Un simple mot a suffi à guider les autres enfants. Toucher le nouveau, le caresser, l'embrasser, pour le découvrir, l'accueillir. Nous avons accepté Bonza dans l'école parce que nous nous occupons de lui depuis le mois de mai dernier. Une de nos personnes est allée régulièrement chez lui, parler avec sa grand-mère, parce que sa grand-mère avait tendance à le surprotéger. Elle le gardait toujours serré dans ses bras. Elle n'avait pas grand-chose à lui donner à manger, mais elle lui donnait énormément d'amour. Énormément d'amour, ça ne suffisait pas. Bonza souffre de xérophtalmie, une maladie des yeux due à une carence en vitamine A.
Sans une alimentation équilibrée, la vue de Bonza, déjà si faible, irait en diminuant. L'autre facteur qui n'arrange rien, c'est l'hygiène. Cela fait des mois que Bonza portait le même bout de tissu. D'abord, le plaisir de recevoir des vêtements neufs. Puis très vite, l'inquiétude. Toujours en retrait, la grand-mère partagée entre l'espoir pour lui, la peur de la solitude pour elle. Le retour en classe annonce une séparation douloureuse. Même si la grand-mère sait que cette école est la seule solution pour Bonza, il va falloir la convaincre de partir, maintenant. Je vous en prie, prenez bien soin de lui. Élevez mon enfant. Allez, asseyez-vous, venez vous asseoir, grand-mère. Mais moi, je suis vieille, je vais bientôt mourir. Et une nouvelle fois, sœur Carmen va chercher les mots. Des mots pour une grand-mère déchirée. Vous savez, ici, c'est un endroit très bien pour Bonza. Mais moi, je vais être toute seule. Moi aussi, je suis seule, grand-mère. Moi aussi. C'est un très bel enfant, Bonza. Vraiment. Je sais. Qu'est-ce qui va me rester maintenant? Pour le grand nettoyage, les sœurs ont attendu le départ de la grand-mère. D'abord parce que Bonza n'a pas l'habitude de l'eau et du savon, et que ça s'entend. Ensuite, surtout, pour ne pas offenser sa grand-mère. « 27 ans que sœur Carmen et sœur Rosario partagent la même volonté, le même idéal. 27 ans que ces deux Irlandaises vivent avec complicité et caractère, cette envie d'aider ceux qui en ont besoin. En 1981, elle crée cette école pour les enfants aveugles à Chachamané, dans le sud de l'Éthiopie. Aujourd'hui, elles emploient 19 personnes, professeurs, éducateurs, et accueillent 150 enfants de 4 à 15 ans. 150 enfants, des garçons, des filles, qui passent l'année scolaire ici et retournent dans leur famille, quand ils en ont une, pour les grandes vacances. Dans l'école, tout est pensé pour les aveugles. Des chemins simples, des couleurs vives, des repères. Certains de ces enfants ne voient rien du tout, pas même la lumière. D'autres entreaperçoivent, dans un brouillard qui ne les quitte pas, des formes jusqu'à 1 mètre au plus. Sciences naturelles, anglais ou bien calcul, le programme des cours est exactement le même que dans les autres écoles. À la différence qu'ici, on apprend d'abord les mathématiques avec les doigts.
L'objectif du centre est de sortir ces enfants de leur ghetto, d'une nuit permanente. Pour s'assumer plus tard, il leur faudra travailler, bien sûr. C'est pour cela qu'à la fin de leur scolarité, ils passent l'examen national, le certificat d'études. Avec succès, 100% de réussite, l'école de Shashamane est la première du pays. Grâce à ces cartes en braille, à la pédagogie des professeurs, ils peuvent apprendre, étudier, comme n'importe quel autre enfant. Libya, Tripoli, Cairo, Algiers, Nouakchott, Khartoum, Addis Ababa, Nairobi, Dar es Salaam. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans la vie? Ce qui me fait plaisir, c'est d'étudier, d'apprendre des choses à l'école. Si tu n'étais pas dans cette école, tu aurais quel problème? Pour vivre dehors, Oui. le plus gros problème, c'est qu'il n'y a rien pour les aveugles. Dans les autres écoles, il n'y a pas de livres en braille. Si je n'étais pas ici, je ne pourrais pas étudier. L'école de Shashamane n'apporte pas seulement une chance d'étudier, mais aussi une protection. Pour les 150 enfants qui sont ici, combien vivent encore dans la rue, dans le cauchemar? Chibri est un cas très triste. Elle mendiait dans les rues de la capitale, Addis Abeba. Un homme exploitait cet enfant. Une femme l'a amenée ici parce qu'elle était dans un état désastreux. Quand elle ne rapportait pas assez d'argent le soir, elle était privée de nourriture. Et à chaque fois que nous allons dans le dortoir, nous remarquons qu'elle est éveillée. Elle ne dort pas. Elle a dû avoir une expérience terrible. Les enfants mendiants, c'est un vrai commerce ici? Oh oui, un vrai commerce. Ils gagnent plein d'argent. Et plus ils sont petits, plus ça rapporte. Comme avec cet enfant, c'était une petite fille quand elle est arrivée. Voici Chimilis. Il vient de très loin. Ce petit garçon est arrivé à l'école il y a environ 4 ans. Et sa main, vous voyez sa main? Elle a été brûlée? Elle a été brûlée, bien sûr. Et ça a été fait pour qu'il ne puisse pas venir à l'école. Tout ça parce qu'un homme l'utilisait pour gagner de l'argent. Mais ça a été fait exprès? Oui, exprès, pour qu'il ne puisse pas se servir de ses doigts. Pour lire le braille? Pour lire le braille. Son père est aussi aveugle. C'est sans doute avec lui qu'il a appris à mendier. C'est seulement maintenant qu'il commence à pouvoir utiliser ses doigts et apprendre à lire le braille. C'est bien ça, Chimilis? C'est un bon garçon maintenant. Ses yeux sont ouverts, mais il dort. Il a été habitué à dormir avec sa grand-mère. C'est dur de dormir dans un endroit inconnu. Mais Gouta va s'occuper de lui maintenant. Il va l'aider à s'installer dans l'école. Il y a toujours un grand... Un grand oui, pour s'occuper d'un petit. Je protège Bonza. Je fais attention pour qu'on ne lui fonce pas dedans. Je m'occupe de lui à la cantine. Je lui montre comment il faut faire. Et après? Quand il va aux toilettes, je lui montre où il faut s'asseoir.
Je m'occupe de lui le soir quand il est au lit. Qu'est-ce que tu fais exactement le soir? Je le mets au lit, je plie ses vêtements, je les pose dans l'armoire et puis je lui mets son pyjama. Tu te sens responsable de cet enfant? Oui. Guta a 10 ans. Quand il est né, sa vue était parfaite. Mais un jour, après un bain dans la rivière, ses yeux s'infectent. Une infection sans gravité, pas traitée à temps. Aujourd'hui, il ne voit plus rien. S'occuper de soi, s'occuper des autres, cela fait partie de la formation. Quand on est un enfant aveugle à l'école de Shashamane, on apprend aussi la vie en communauté. Je pense que le mot-clé de l'école est indépendance. Dès l'arrivée de l'enfant au centre, nous avons un objectif. Il ne s'en rend pas toujours compte lui-même, mais notre but, c'est de voir cet enfant s'intégrer dans sa communauté, y être heureux, apporter lui-même sa contribution. Nous voulons qu'il soit capable de jouer son rôle dans le développement de sa communauté et de son pays. Dans l'école, tout est fait pour que ces aveugles puissent apprendre comme n'importe quel enfant, vivre comme n'importe quel enfant. Mais l'espoir, c'est que certains puissent améliorer leur vue, même un peu. Sans machine perfectionnée, sans équipement hors de prix, le centre a développé un programme de stimulation visuelle. Ce matin, première séance pour Bonza. A-t-il déjà joué avec un ballon? A-t-il déjà été applaudi? Ici, on travaille sa vue même quand elle est très faible pour qu'au moins elle ne diminue pas. Stimuler tous les sens pour se repérer dans l'espace, voir avec ses mains, voir en écoutant. Au bout de quelques minutes, Bonza prend goût à l'exercice. Lui qui restait toujours dans les bras de sa grand-mère, découvre soudain le plaisir de jouer avec les autres, le plaisir de communiquer. Certains de ces enfants ont les images complètement désorganisées dans leur cerveau. Ils ne peuvent même pas se concentrer. J'ai vu des résultats merveilleux, en particulier avec le programme de stimulation par la lumière. Ça les aide dans la vie de tous les jours. Ils peuvent faire la différence entre le jour et la nuit, repérer où sont les fenêtres, les portes. Vous savez, il a été prouvé scientifiquement que les aveugles qui suivent ces exercices de stimulation par la lumière peuvent finir par voir des objets larges d'abord, et puis peut-être de plus en plus petits. Ce n'est que lorsqu'on quitte l'école que l'on réalise à quel point les conditions de vie à l'extérieur sont difficiles, combien le centre est une exception. Pourtant, sœur Carmen sait qu'il ne faut surtout pas couper les liens avec les familles. Aujourd'hui, elle rend visite à la grand-mère de Bonza, qui ne l'a pas vue depuis plusieurs jours. Ah, la voilà. Comment ça va? Comment ça va?
Bonza va très bien. Il se porte très bien, vraiment. Il se porte très bien. En fait, il n'y a aucune source de revenus dans cette famille. Ils ramassent des morceaux de canne à sucre qu'ils vont vendre au marché pour avoir un peu d'argent. C'est une famille extrêmement pauvre et nous sommes heureux d'avoir pu accepter Bonza et de les soulager du poids de s'occuper de lui. Même si sa pauvre grand-mère, elle l'adore. Elle l'aime vraiment avec tendresse. Elle s'occupe de lui si bien. Mais ici, il n'y a pas de nourriture assez riche pour Bonza et c'est probablement la cause de sa cécité. Vous pourrez venir voir Bonza à l'école quand vous voulez, grand-mère. À voir ses enfants faire la course, jouer au football, on finirait presque par oublier qu'ils sont aveugles. Et parce qu'ici, ils reçoivent ce qu'ils n'ont jamais reçu, tous veulent pouvoir un jour aider à leur tour ceux qui en ont besoin. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, après tes études? Après mes études, je veux m'occuper d'une école pour les aveugles. Pouvoir ouvrir une bibliothèque avec des livres pour eux. Des livres en braille. Enfin, tout ce qu'il faut pour les aveugles. Si un jour je deviens comme je veux professeur, j'aiderai les gens qui sont aveugles comme moi. En leur apprenant des choses, en les conseillant, je pourrai les aider pour qu'ils soient capables de gagner eux-mêmes leur pain. Chaque geste, les plus simples, ceux de tous les jours, sont pour les non-voyants des forteresses qu'il faut conquérir. Avec l'argent gagné en cirant des chaussures, les enfants de l'école ne font pas que jouer aux marchands. C'est aussi une préparation pour affronter l'extérieur. Car à l'extérieur, tout est compliqué. L'Éthiopie vit dans la pauvreté, dans les affrontements, dans la désorganisation, autant de causes indirectes à leur handicap. Quand nous avons étudié la situation dans la région et quand nous avons découvert que beaucoup de nos enfants ne devraient pas être aveugles, nous nous sommes dit, il faut absolument faire quelque chose de concret. C'est pourquoi, avec l'aide et avec l'accord du gouvernement éthiopien, nous avons commencé, en 1984, un programme de prévention de la cécité. Un programme simple mais peu coûteux. Quand nous sommes arrivés, le programme de prévention venait tout juste de reprendre après 5 mois d'interruption. Le renversement du pouvoir communiste en mai dernier a entraîné le pays dans l'insécurité, en réveillant les rivalités ethniques.
La femme que les sœurs avaient formée ne peut plus venir ici, trop dangereux. Elle n'est pas de la même tribu. C'est Abouche qui la remplace. Il n'est pas médecin, il veut entrer au séminaire, mais il fait du mieux qu'il peut. Les enfants, les personnes âgées, sont les plus exposés aux problèmes de cécité. La nourriture, pas assez équilibrée, l'hygiène insuffisante sont les causes principales des maladies des yeux. L'Éthiopie est l'un des pays les plus touchés d'Afrique. Parce que pour le moment, tout manque, on met surtout l'accent sur la prévention, sur l'information. L'œil, c'est très fragile. Il ne faut pas le toucher avec les doigts n'importe comment. Hein. Il faut le faire doucement. Parce que c'est beaucoup plus fragile que la peau que vous pouvez frotter. Alors quand vous touchez les yeux, il faut toujours avoir les mains propres. D'accord? Il faut se laver d'ailleurs tous les jours, c'est très important. Et puis à cause des mouches qui transportent les maladies, il ne faut pas faire ses besoins n'importe où. Il faut faire dans un trou que vous aurez creusé pour ça, loin, loin de la maison. Ok? Avec les moyens du bord, Abouche essaye de traiter les cas les plus faciles. Une simple conjonctivite peut entraîner la perte de la vue. Alors que ce médicament, utilisé à temps, peut la sauver. Bon, tu vas mettre cette pommade tous les jours au bord des yeux. Mais attention, avant, il faut bien te laver les yeux, enlever cette saleté là que tu as là. Un tube de tétracycline comme celui-ci, un luxe en Éthiopie. En France, il coûte quelques francs. Cet enfant, qui repart avec son traitement, saura-t-il l'utiliser correctement? Aura-t-il un véritable suivi médical? Les besoins sont immenses, les contraintes aussi. Comment faire comprendre aux gens qu'il faut se laver quand ils doivent parfois faire 20 km pour trouver de l'eau? Au rythme des leçons de machine à écrire, les enfants pris en charge par l'école peuvent se consacrer à leurs études, à leur avenir. Now we're going to write a sentence. Meet me at the farm. Avec un mélange subtil, fait d'autorité et de douceur, Sœur Rosario, omniprésente, dirige, surveille, conseille chacun de ses élèves. Les enfants développent des capacités hors du commun. Comme je leur dis souvent, vous n'avez perdu qu'une seule faculté, la vue. D'autres gens n'ont plus leurs bras, leurs jambes. Vous, vous avez vos 2 pieds, vos 2 oreilles, une langue et un très bon cerveau. C'est pourquoi vous ne devez rien regretter. Faites avec ce que vous avez, acceptez-le. Chacun a son handicap à surmonter. Je leur donne finalement la confiance, et cette confiance les aide à construire eux-mêmes leur vie. Ces enfants ont commencé le cours de machine à écrire il y a seulement 3 mois. Aujourd'hui, à partir d'un texte en braille, ils sont déjà capables de taper une lettre. Et le clavier est tout ce qu'il y a de plus normal. Nous sommes dans la classe des plus grands. À la fin de l'année, ils passeront l'examen national. Parmi eux, David, il est dans l'école depuis 3 ans.
Are you finished, Debbie? Come on, Nancy. Come on, Nancy, Yes. Come on, take it out. Oh, very nice. Very nice. Tous les amis que tu as ici dans l'école sont aveugles, et toi, tu es l'un de ceux qui voient le mieux. Qu'est-ce que ça te fait? Pour le futur, je souhaite que mes camarades puissent être opérés, qu'ils puissent au moins voir un peu la lumière. J'ai conscience d'avoir un peu plus de chance que les autres, mais moi aussi, un jour, j'aimerais avoir une opération. L'opération, l'espoir ultime, l'espoir trop souvent déçu. Voici à une demi-heure de l'école, l'hôpital de Kouillera, section ophtalmologie, l'un des plus modernes du pays. La visite que nous fait faire le docteur Admassou a un arrière-goût amer. Après avoir créé cette unité en 1981, la coopération italienne a stoppé net son aide il y a 3 ans. Du jour au lendemain, plus de médecins, plus de maintenance, plus d'argent. Ce chirurgien a bien réclamé un budget à l'État, mais à chaque fois, guerre oblige, on lui répond qu'il y a d'autres priorités. Voici un appareil d'anesthésie pour les patients qui ont besoin d'être opérés sous anesthésie générale, spécialement pour les enfants. Comme vous pouvez le voir, c'est une machine toute neuve, mais on ne peut pas s'en servir en ce moment, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'anesthésiste spécialisé en pédiatrie. Cela veut dire que vous ne pouvez pas opérer d'enfants? Pour le moment, non. Il n'y a pas d'opération d'enfant. Cette machine marche, mais à cause du manque de personnel, on ne peut pas l'utiliser. Ce n'est pas désespérant d'avoir ici tous ces équipements et de ne pas pouvoir les utiliser? Bien sûr que oui, j'en suis désolé. Mais vous savez, tout marche avec l'argent. On essaie d'aider les gens avec ce qu'il y a. Depuis 14 mois que je suis ici, j'ai essayé de travailler du mieux que je peux. J'ai opéré 600 personnes. Et dans le centre, il y a eu près de 6000 consultations externes. Les opérations réalisées sont les plus simples, comme ici, une cataracte. Grâce aux gros équipements, on peut faire de la microchirurgie, sauf que depuis 14 mois, il faut utiliser les mêmes instruments, les mêmes scalpels, les mêmes ciseaux qu'on fait bouillir pour stériliser. Les jours d'opération, un patient chasse l'autre. Comme seules les anesthésies locales sont possibles, il n'y a que des adultes qui passent sur cette table. Un enfant bougerait trop. Les patients ne resteront que 2 jours en convalescence à l'hôpital. La demande est trop forte, il n'y a plus que 9 lits contre 45 à l'époque des Italiens. La meilleure solution à laquelle je pense maintenant, c'est que cette clinique soit prise en charge par une organisation humanitaire. Cet organisme pourrait financer et diriger ce centre, en accord bien sûr avec les autorités du pays. Mais ça n'est qu'une suggestion personnelle. Oh, she's the best in her class. She's a great girl, aren't you? Delighted to see you. Je suis si heureuse, Addis. Je ne t'ai pas vue depuis ton départ. And you're doing well. Tu vas bien? So happy. And you're C'est une ancienne élève qui est partie l'année dernière. Aujourd'hui, elle est au lycée. I didn't see her since you went away. You're great, huh? La visite d'une ancienne a toujours un petit goût de douceur. Grâce à l'aide de sœur Carmen et sœur Rosario, Addis poursuit ses études. Aujourd'hui, elle est la première de sa classe. Pour ses anciennes camarades, Addis est la preuve qu'après l'école d'aveugles, on peut continuer.
Ces enfants m'ont beaucoup appris, mais les plus belles choses qu'ils m'ont données, c'est la patience et la persévérance. Vous apprenez à chaque fois? Bien sûr, à chaque fois que vous touchez un de ces enfants, vous ressentez à l'intérieur de vous-même qu'il a besoin de vous. Le chemin sera difficile pour Bonza. Mais à l'école de Chachamané, il a trouvé, comme tous les autres, l'amour de deux femmes exceptionnelles, la solidarité des siens et la force d'y croire. Éric Perrin, Christian Autain, bonsoir. Bonsoir. Christian, j'aimerais vous demander, lorsque vous êtes arrivé à Chachamané, quelle a été votre première réaction? Je dois dire que le premier contact avec tous ces enfants a été très impressionnant. Quand nous sommes arrivés le premier jour, nous avions rassemblé, enfin les enfants avaient été rassemblés par les sœurs dans une classe, et le fait de sentir tous ces regards braqués sur soi, parce qu'il faut parler de regards, ça m'a donné un petit sentiment de gêne. Et je dois dire que très vite, notamment au contact de Gouta et de Musfin, que nous avons suivis tous ces jours pendant lesquels nous sommes restés, j'ai fini par m'habituer, et je dirais même que ces regards me parlaient. C'était des regards comme les autres enfants peuvent avoir. Éric, depuis que vous avez tourné donc, ce reportage avec Christian, la situation s'est aggravée en Éthiopie. Les dernières nouvelles que nous avons de Chachamané ne sont pas très rassurantes. Il y a eu entre 300 et 400 morts ces dernières semaines. Tout le sud se soulève, il y a des rivalités ethniques. Et nous l'avons déjà senti quand nous étions sur place. La situation était tendue, les gens ont peur, les enfants ont peur. Et les sœurs aussi ont peur, même si elles ne le disent pas trop, mais on le sent. Et ça, c'est un facteur, j'allais dire, aggravant de la famine. Les Nations Unies viennent de tirer la sonnette d'alarme récemment. C'est l'une des plus grandes sécheresses depuis 30 ans qui va toucher l'Afrique, le sud de l'Afrique et toute la corne de l'Afrique. Et on le sait, la famine, c'est climatique. Mais quand il y a des problèmes politiques, on aggrave la situation. Et c'est le cas, il y a des centaines de morts en ce moment dans l'est de l'Éthiopie où personne ne peut aller, pas même les organisations humanitaires. Et alors, dans ce type de situation, il y a toujours une question qui se pose, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans le cas précis, l'organisation de prévention de la cécité et Pharmaciens sans frontières lance une opération sur la cécité. Envoyé spécial s'est associé à cette opération. Ils vont aller former du personnel sur place. Ils vont surtout envoyer des médicaments. Quand on pense que 80% de ces enfants ne devraient pas être atteints de cécité s'ils avaient été traités à temps. Donc nous avons voulu nous associer. Vous pourrez d'ailleurs retrouver toutes les coordonnées dans La Vie, qui est l'hebdomadaire La Vie, qui est également parti avec nous et qui publie un reportage sur cette école. Christian, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, une anecdote pour terminer peut-être, qui est très révélatrice de ce qui se passe dans ce pays. Peut-être quand nous sommes arrivés donc, à Addis Abeba, j'ai été frappé par le nombre de mendiants qu'il peut y avoir dans les rues. Et parmi ces mendiants, la plupart sont des aveugles. Et ces aveugles, ce sont les mêmes que l'on retrouve dans l'école des sœurs. Et malheureusement pour cela, il n'y a pas grand-chose à faire actuellement. Merci Christian, merci Eric. Merci. Merci. Vous vous êtes sans doute déjà posé la question, que devient un Premier ministre quand il n'est plus Premier ministre? De quoi sont faites ces journées? Combien gagne-t-il? A-t-il la nostalgie du pouvoir? Un homme a accepté de répondre à ces questions et de se prêter à l'exercice difficile du portrait. Il y a tout juste un an, c'était le 15 mai 1991, il quittait l'hôtel Matignon. Il s'agit bien sûr de Michel Rocard. Pendant plusieurs mois, nous l'avons suivi à la mairie de Conflans, au ministère des Finances, à Tahiti, où il retrouvera à l'instant d'un réveillon sa fille et ses petits-enfants. Voici donc Michel Rocard. C'est un reportage de Rachid Arabe et Pascal Stelletta. Voilà, est-ce que c'est bien? Tout à fait? Tout à fait. Alors, le micro près de la bouche. Et alors, ça, le volume, il est bien. Alors, on est quoi? On est Charlie Alpha. Charlie Alpha. Alors, ne confondez pas. Alors, on va l'appeler Uniforme Papa. Alors, on l'appelle Uniforme Papa de Charlie Alpha pour essayer matériel. Allez, ouais. En appuyant sur le bouton là. Ouais. Uniforme Papa de Charlie Alpha pour essai matériel.
un paysage qui s'étend jusqu'à la barre des écrins. Et tout cela est tout simplement superbe. Les sensations, que vous dire, une immense liberté. Mais les sensations, elles sont colorées par le fait que c'est beau. On largue, allez-y. Hop là. Voilà. Et c'est bon pour nous. Avant, mon petit, il était Premier ministre. Aujourd'hui, c'est un ancien chef de gouvernement qui attend le retour de son heure. Depuis 1 an, Michel Rocard est en vacances du pouvoir. Salut ma fille, comment tu vas? Bonjour. Dis donc. Bonjour les galopins, tu vas bien? Un bisou. Voilà. Tiens, c'est le garde du corps de grand-papa? Voilà. La bouteille d'eau. Ben oui. Ben oui, même au bout du monde, Michel Rocard a droit à un ange gardien. Même dans l'intimité de vacances familiales, un ancien Premier ministre reste une personnalité protégée. En goguette, dans les îles de Polynésie, au milieu de ses 5 petits-enfants, celui que l'on ne connaissait pas dans l'habit de grand-père découvre le petit dernier, Félix, qui lui aussi découvre son papy. Cette image de patriarche entre-t-elle dans une nouvelle stratégie? Après avoir été très longtemps un des éternels jeunes premiers de la politique française, Rocard cherche peut-être à donner de lui l'apparence d'un homme mûr, arrivé, prêt à rassurer les Français. Voilà. Rocard au pied marin, on connaissait déjà. Rocard, Père Noël, c'est une nouveauté. Tu as de quoi leur passer des bandes? Indiana Jones, ouais. C'est papa. Non. C'est pour nous ça. Il n'y a pas d'autre cadeau? Ben évidemment. Hein. Ça, c'est un mécano. Il y a plein de piles de remplacement, c'est notre... Maman, il y a des planteurs. Faut en mettre. Il arrive toi Silvio? Silvio y est arrivé, son beau joujou marche, alors que son grand-père cherche encore où et comment mettre les piles dans un baladeur. Maman, regarde, des cadeaux pour moi. Alors, ça marche? Je ne sais pas encore. Difficile, l'apprentissage de l'art d'être grand-père. Bah ça, c'est pas évident. Une nouvelle preuve que l'ENA n'apprend pas à régler tous les problèmes de la vie. T'as trouvé? Bah, le climat de la Polynésie les rend euphoriques, ils sont en pleine santé. Ces deux-là réussissent pas mal à l'école. Et tout ce monde me paraît bien gai. Je me demandais si j'allais revenir en politique, qu'est-ce que c'était. Et on peut très bien comprendre que des petits-enfants, enfin des enfants petits, aient du mal à deviner, à comprendre ce que c'est que ce métier, en effet, un peu étrange. Et depuis que je suis plus Premier ministre, j'ai plus de temps pour lire, pour découvrir. J'ai beaucoup voyagé en province, en France, pour retrouver les problèmes de la vie quotidienne qu'on a un peu trop tendance à oublier quand on est à Matignon. Et comment voulez-vous expliquer tout ça à des tout petits? Quand ils vous demandent quel est votre métier, vous leur répondez quoi?
Ben, je leur répondais que j'étais ministre, et ça c'était facile à décrire. Je leur ai répondu ensuite que j'étais Premier ministre. On peut décrire aussi ce que c'est. Maintenant c'est plus compliqué. Mais c'est le fait d'être candidat aux fonctions de responsable, de chef. C'est l'image du chef qui probablement est la plus simple pour des enfants petits. Est-ce que vous avez écouté ce que vient de dire votre grand-papa? Oui. Vous avez compris? Non. Vous voyez, c'est dur. Vous avez encore du travail. Oui, tout à fait. Je fais un petit peu compris. Nuit de la Saint-Sylvestre dans le Pacifique. L'année qui s'achève a été dure. Remercié par François Mitterrand après 3 ans de cohabitation, Michel Rocard s'est retrouvé brutalement au chômage. Certes, il a repris le temps de vivre, mais la politique lui manque. Ce 31 décembre, son destin est à nouveau en train de basculer. Presque au même moment, à Paris, Pierre Mauroy a décidé de céder sa place à Laurent Fabius pour diriger le Parti socialiste. Michel Rocard est intronisé candidat virtuel à la présidence de la République. C'est une année difficile qui commence. Depuis son départ de Matignon, Michel Rocard s'est surtout occupé de sa vie privée. Il a profité de cette année de vacances forcées pour entamer une procédure de divorce et renouer des liens avec Sylvie, la fille d'un premier mariage, exilée aujourd'hui au bout du monde pour élever 5 enfants turbulents. Maman, est-ce qu'on verra des dauphins? Ah, peut-être dans les passes, oui. Michel Rocard a mis en vente son bateau personnel, celui qui le symbolisait depuis des années du côté de la Bretagne. La voile n'est plus sa passion première. L'ancien navigateur solitaire est à la recherche de nouveaux horizons. Fin de l'intermède polynésien. Après 4 petits jours de détente, Rocard va rentrer à Paris. Là l'attend une toute autre agitation. Sur les atolls, Rocard devait se trouver bien tranquille, loin de tout, comme sa fille. C'est difficile d'être la fille de Michel Rocard, surtout loin de lui. C'est plus facile d'être loin. C'est sûrement plus facile d'être loin, et c'est bien pour ça que j'y suis. Ça se vit beaucoup plus aisément. Une dernière question, est-ce que les gens ici vous regardent différemment parce que vous êtes la fille d'un ancien Premier ministre? Et non, justement, c'est bien pour ça que je suis là. Tout le monde vous accepte comme vous et non pas comme la fille de M. Rocard. Exactement. Et s'il avait d'autres responsabilités politiques encore plus élevées, vous pensez qu'on vous laisserait tranquille encore? Oh, je pense, ouais. On est trop loin, là, ils savent pas ce que c'est. Ils s'en foutent. Pour l'État haïtien, il est déjà président. Rocard président, tout cela y croit aussi. Et pour cause, ce sont les Rocardiens. Des clubs régulièrement réunis pour maintenir la pression en attendant que... Même au milieu des siens, le candidat virtuel est toujours en campagne. Il faut entretenir la flamme. Alors on boit un coup, on échange quelques phrases, on se souhaite les meilleures choses du monde, plutôt 2 fois qu'une. Tu vas bien? Ça va, bonne année. Moi aussi, je te l'ai déjà dit d'ailleurs. Oui, c'est vrai. On a déjà commencé à vivre un certain nombre de choses. Oui. Bonne année. Salut, Belda. En ce début d'année, Rocard retrouve ses accents de Cassandre pour rameuter ses troupes. Cette année 92, dont tous ici, nous savions depuis longtemps qu'elle serait une année lourde, va commencer avec des élections locales difficiles. Nous sommes toujours sous menace d'une sanction électorale sévère à cause d'une distance prise par l'opinion vis-à-vis de ce que nous sommes. Probablement faute Tous d'avoir sont intimement persuadés que la machine Rocard va redémarrer. combattre dans ce sens. Rue de Varennes, tout près de Matignon. Des locaux loués depuis juillet dernier. Standardistes bénévoles, plus quelques collaborateurs directs. Une toute petite équipe, en fait.
Une petite équipe prête à démarrer en cas d'élection imprévue, une équipe qui pour l'instant s'entraîne à préparer le congrès du PS. Savoir si Jacques Delors a prévu d'intervenir. Pour le moment, ça ne semble pas être le cas. D'ici il est là. Et Fabius ici. Fabius, on ne sait pas encore. Fabius, on ne sait pas encore. Jospin, on ne sait pas encore. Ouais. Fabius et Jospin interviennent certainement. Et ton discours, c'est 35 minutes, et avec l'organisement 2h30. 40. C'est déjà 45. Chaque détail a son importance, c'est l'état-major qui prépare l'emploi du temps. Le dimanche, là, il faut que tu sois là aussi. Dimanche matin, oui. Tout cela se fait souvent sans l'intéresser. Enfin, j'en reviens pas beaucoup. Un ami, tout récemment, me parlait du chagrin civique des Français. La politique a d'abord besoin de retrouver une morale, des règles où tout se respecte, et une éthique, un ensemble de valeurs et d'espérances au nom desquelles on choisit et au nom desquelles on se bat. Il flotte sur notre beau pays une atmosphère de malaise, d'inquiétude, de crainte aussi parfois, pour l'avenir, pour le chômage, plus lourd encore pour la sécurité personnelle, crainte aussi... Le discours, c'est un peu le passage obligé des grands shows de la politique. Grandes phrases pour les militants, petites phrases pour les télés. Depuis qu'il n'est plus Premier ministre, Michel Rocard est un éléphant socialiste qui cherche à se distinguer dans le troupeau. J'ai la conviction, moi, qu'il n'y aura de victoire demain que sur la base du sursaut dont aujourd'hui, nous, socialistes, serons ou ne serons pas capables. Y en a-t-il ici qui soient résignés à la défaite? Pas moi.